Depuis des décennies en République démocratique du Congo, la corruption galopante demeure un sérieux frein au développement et même à la sécurité du pays. Depuis près de 5 ans, un s'est imposé dans la lutte contre ce phénomène. Jules Alinguete à la tête de l'IGF, l'Inspection générale des finances. Il fouille, découvre et dénonce les abus et les vols des deniers publics. Un reportage d'André Ndambi. La République démocratique du Congo est un pays qui a souffert depuis des décennies des méfaits de la corruption et des détournements des deniers publics. Mais depuis bientôt 5 ans, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclenché une véritable lutte contre ces antivaleurs. Voilà pourquoi il a redynamisé notre service pour que nous puissions faire le travail en respectant ces orientations. Donc, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics mène l'Inspection générale des finances, placée sous l'autorité directe du chef de l'État, est une volonté politique de l'autorité suprême de la République démocratique du Congo. Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quel est le résultat aujourd'hui? Ce qu'il faut retenir, la corruption, c'est un phénomène qui est entré dans la mentalité des Congolais. Éradiquer ou réduire sensiblement ces phénomènes, c'est un travail des titans. Bientôt 5 ans, avec la détermination du chef de l'État et son accompagnement, l'Inspection générale des finances ainsi que les autres structures de contrôle des finances publiques de la RDC s'activent à combattre ces phénomènes. Les résultats aujourd'hui, si vous regardez sur le plan international, le pays a quand même réalisé des avancées en ce qui concerne la cotation Transparency International. Il y a des gens qui tentent de remettre en doute ces résultats. Mais si vous prenez les résultats en 2020-2021, là où le pays s'est retrouvé par rapport à aujourd'hui, il y a quand même des avancées. Le pays a gagné minimum 10 places dans les classements. C'est déjà des avancées énormes dans un pays qui était plein dedans dans la corruption. Il ne faut pas que les gens confondent tout le travail qui est fait, les informations que l'Inspection générale des finances donnait ou les autres structures de contrôle, que la communication des faits de corruption, c'est une stratégie de répression de la corruption. La différence, c'est quoi? Aujourd'hui, les chefs de l'État ne trouvent pas d'inconvénient que les acteurs de la corruption soient mis en mal, aussi bien par la voie judiciaire que par la publication des rapports. Que hier, par rapport à hier, avant, la corruption avait atteint des niveaux banalisés. Aujourd'hui, la corruption est en train de baisser en République démocratique du Congo. Mais les gens confondent la communication qui est en train d'être faite autour de ces phénomènes en pensant que la corruption prend des ampères de plus en plus élevés. Le fait que la RDC a connu une augmentation presque du double de son budget en 5 ans, c'est un indice sérieux pour que les gens comprennent que la fraude et la corruption est suffisamment combattue dans notre pays. Et même en termes de la transparence budgétaire, la transparence financière, notre pays connaît des avancées énormes aujourd'hui, par exemple. Vraiment, je l'espère vraiment. Alors, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce qui vous motive à mener ces combats, malgré les critiques, les résistances et les risques que vous prenez pour combattre la corruption? La première motivation, c'est la volonté politique qui s'exprime au travers du chef de l'État. C'est ma première motivation. D'aider la lutte contre la corruption a toujours été une passion pour nous. L'éradication des antivaleurs dans la société a toujours été un objectif pour nous. Voilà pourquoi on continue. Mais le risque, il est là, il est dans tout le métier. Le risque, il est là. C'est tous les jours que nous sommes confrontés à des risques dans la lutte contre la corruption, mais c'est le métier que nous avions choisi, nous n'avons pas le choix. Même si je n'étais pas là, il y aurait quelqu'un qui devait prendre ces risques pour accompagner le chef de l'État dans sa détermination de lutter contre la corruption. Le métier d'inspecteur général des finances, un métier non sans risque. Avec lui déjà, certains résultats sont palpables. Monsieur Alinguete en parle.
nous avions réalisé des avancées dans les classements Transparency International. Consultez les classements 2019, 20, 21 et consultez les classements 2024. Vous allez voir que nous avions gagné des points. C'est-à-dire, en 2020, nous laissions derrière nous dans les classements 4, 5 ou 6 pays. Aujourd'hui, en 2024, les derniers classements, nous laissons derrière nous 15 pays. Ça signifie que nous avions fait des avancées. Ça, c'est le 1. Deuxième résultat que je vous ai encore déjà dit, le Congo a connu aujourd'hui un budget qui est passé de 4 milliards à l'exception du président de la République actuel à ses fonctions, aujourd'hui autour de 12 milliards de dollars, soit une multiplication par 3 du budget. Cela n'est pas un fruit du hasard, c'est aussi la lutte contre la corruption, la fraude qui a donné ces résultats. Ça, c'est les résultats palpables, non discutables. Les hommes politiques qui disent non, ce pays a assez souffert de la corruption, nous acceptons d'abandonner, nous acceptons d'accompagner les chefs de l'État. Ce sont des résultats palpables qui nous encouragent. Peut-on vraiment parler d'un changement de culture dans la gestion des finances publiques ou ce sont juste des cas isolés que vous êtes en train de redresser? Non, il y a des changements. Tout d'abord, il y a un dispositif légal qui est mis en place aujourd'hui pour détecter les détournements, la corruption et anticiper. C'est la patrouille financière qui est pratiquement dans tous les points chauds des finances publiques congolaises, qui anticipe et tue et tout. Il y a ça qu'il faut tout d'abord reconnaître. Deuxièmement, il y a tous ces contrôles post ou des contrôles de gestion qui sont faits par la Cour des comptes, par les autres organes qui donnent également des résultats et qui dissuadent les porteurs d'antivaleurs de reculer dans leur préméditation. Donc, ça, ce sont des éléments qui ne sont pas discutables. Et aujourd'hui, l'une des stratégies adoptées par la République démocratique du Congo, c'est dans l'éducation. Nous allons vers les jeunes au niveau scolaire, au niveau des universités, et partout où il y a les jeunes, parler des méfaits de la corruption. C'est dans l'espoir de susciter demain une nouvelle génération éprise des valeurs morales capables de contribuer positivement à la gestion publique. Donc nous sommes en train de travailler dans ce cadre préventif pour communiquer aux jeunes, pour les sensibiliser de manière à ce que demain, dans 5 ans, que la situation soit beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui. Mais avec tout ce que vous faites comme sensibilisation, certains pensent que l'IGF travaille trop d'une façon médiatique avec ses actions. Comment vous répondez à ces accusations, par exemple? Je vous ai dit que avant l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, la corruption avait atteint des niveaux extrêmement élevés. Personne ne combattait la corruption, il n'y avait aucune communication. Les gens trouvaient que la corruption était normale. Aujourd'hui, dans la stratégie de la lutte contre la corruption, il y a la prévention qui consiste à mettre en place les mécanismes anticipatifs pour éviter la commission des actes de détournement. Il y a la répression qui est exercée par la justice lorsque la corruption est déjà commise. La justice intervient avec tous les mécanismes prévus pour réprimer, mais il y a aussi d'autres instruments qui sont dans la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, notamment la publication des rapports qui impliquent les personnes corrompues. Donc c'est une stratégie qui est prévue dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il faut communiquer sur les faits de corruption pour dissuader les futurs corrupteurs et corrompus à ne plus se poser. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est prévu, mais sauf qu'avant, ce n'était pas dans la stratégie de lutte contre la corruption dans notre pays. Cette communication-là n'a pour effet que de dissuader les acteurs de corruption. C'est un peu comme dans une société, lorsque la criminalité atteint un niveau élevé et qu'on attrape des criminels, qu'est-ce qu'on fait? On organise des
des procès publics. Et on va à des endroits publics, on appelle tout le monde, voilà les criminels notoires, on les juge en procédure de flagrance. Ça pour effet de dissuader d'autres criminels d'être sur la même voie. C'est un peu ça. Le phénomène avait atteint des niveaux trop élevés. Il fallait, dans la stratégie mise en place actuellement par les pays, procéder à toutes ces méthodes pour dissuader les corrupteurs et les corrompus, ainsi que les détournés des deniers publics. Avez-vous le sentiment d'être parfois seul dans ces combats, ou aussi l'IGF est-elle soutenue par toutes les institutions de la République? Le premier soutien dont bénéficie l'inspection générale des finances, c'est le chef de l'État. C'est lui l'acteur principal de la lutte contre la corruption dans notre pays. C'est lui qui est au premier plan. L'inspection générale des finances n'étant qu'un instrument à sa disposition qui matérialise ce que lui, il veut dans le cadre de cette lutte contre la corruption. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous sommes les chefs de l'État et à l'avant-plan, l'inspection générale des finances est là pour l'accompagner dans sa volonté, dans sa détermination de lutter contre la corruption dans le pays. Et puis, nous avons les autres organes de contrôle qui sont là, qui n'ont pas abandonné la lutte contre les détournements des deniers publics, qui sont là. Nous avons la population. Aucun Congolais aujourd'hui n'accepte les actes de corruption, les actes de détournement, sauf peut-être les amis et la famille des détourneurs et leurs bandes, parce que c'est toujours la corruption, les détournements, c'est en bande organisée qui implique les amis, qui implique aussi certains journalistes, certains ONG également. C'est une association des détourneurs. Mais ceux qui ne sont pas dans cette association-là, personne n'accepte aujourd'hui les actes de corruption. Quand on voit les méfaits que ces fléaux causent dans le développement des nations, personne ne peut soutenir. Donc, il y a l'appropriation collective, l'appropriation des Congolais de la lutte contre la corruption. C'est déjà un accompagnement. Il y a la justice congolaise, en dépit de tout ce qu'on peut dire. La justice congolaise également est là-dedans, même si les progrès sont timides. Mais la justice congolaise également s'implique dans certains dossiers, à donner les résultats dans le cadre de la lutte contre la corruption. Alors, monsieur l'inspecteur, ça fait 5 ans que vous êtes à la tête de l'IGF. Comment vous faites pour gérer des fois les pressions politiques ou soit les tentatives d'intimidation ou de pression? C'est du vécu quotidien. Et comme on a beaucoup vécu ça, pour nous, ce sont maintenant des choses que nous banalisons. Les pressions et tout, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, les pressions et tout. Nous n'en parlons même pas parce que pour nous, on n'est pas là-dedans. Mais est-ce que l'IGF agit avec toute indépendance dans un système politique, des fois où on appelle souvent jugé opaque? Vous agissez avec toute indépendance comme étant une institution qui gère ou soit qui inspecte les finances publiques? Je ne sais pas de quelle indépendance on parle. Nous sommes un service relevant de l'autorité directe du chef de l'État. Nous ne pouvons pas être indépendants. Nous avons une tutelle qui a déclenché la lutte contre la corruption, qui nous donne les instructions, comment nous devons faire le travail. Nous sommes donc dépendants de notre tutelle parce que nous exécutons ces orientations, ces recommandations, ces instructions dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce que nous faisons aujourd'hui, les résultats que nous pouvons donner, c'est au fait de par la volonté de notre tutelle que nous sommes en train de faire ce travail. Et par la suite, est-ce que l'inspection générale des finances recule devant tel? Je pense que non. Je pense que non. Dès lors que le chef de l'État est déterminé à mettre fin à toutes ces pratiques et que nous n'exécutons que sa volonté, je ne vois pas, en dehors du chef de l'État, qui peut aller dans le sens contraire de ce que lui, il a défini comme ligne de conduite pour le pays. Mon rôle, c'est de détecter les cas de corruption, de détournement des deniers publics, de porter ça à la connaissance de ma hiérarchie, d'avoir les instructions de ma hiérarchie pour la manière de réprimer, la manière de faire. Mon rôle, c'est aussi, quand j'ai ces rapports-là, d'envoyer ça à la justice. Je sais que j'ai fait. Je n'ai jamais étouffé un rapport, j'envoie à la justice, j'informe ma hiérarchie qui n'a jamais demandé qu'on abandonne la répression contre un détourneur. Alors, à chacun de faire son travail. L'inspection générale des finances fait son travail, à la justice de faire son travail et aux autres de faire aussi leur travail. Je ne peux pas être à la fois
un organe de contrôle et la justice. Moi, je suis inspection générale des finances. J'ai fait ce que la loi m'a demandé de faire. Quand je transfère un rapport à la justice, mon rôle se termine là-bas. Je ne peux pas suivre mon rapport à la justice parce que je porte les infractions à la connaissance du ministère public. Le ministère public fait son travail. Comment je dois être derrière le ministère public? Non. Mon rôle se termine lorsque le ministère public a tous les rapports, a tous les éléments. C'est à lui de faire son travail. Alors, comment vous imaginez la RDC dans 10 ans? Si cette lutte contre la corruption, les antivaleurs, les détournements se poursuivait à cette allure, dans 10 ans, la RDC, c'est un autre pays. Parce que ce pays a souffert de ces fléaux. C'est ce qui est à la base du sous-développement de la RDC. La RDC n'a pas manqué d'hommes. La RDC n'a pas manqué d'intelligence. La RDC n'a pas manqué de projets. La RDC a eu tout simplement dans la gouvernance, depuis son accession à l'indépendance, jusqu'il y a très peu, il a eu dans sa gouvernance des médiocres et des corrompus qui ont ruiné les pays. Et si aujourd'hui, cette lutte qui venait d'être déclenchée il y a 5 ans, se poursuivait 10 ans, 15 ans, la RDC aura des changements très notables. La population congolaise est estimée à plus de 100 millions de Congolais. Oui. Et dans ces statistiques, 65% ce sont des jeunes. Oui. Et à peine vous venez de lancer un programme de lutte contre la corruption, mais surtout, cette fois-ci, avec l'aspect de la jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les jeunes dans cette lutte? C'est tout d'abord une recommandation des Nations Unies qui voulait que l'année 2025 soit placée sous le signe de l'implication des jeunes dans la lutte contre la corruption, espérant qu'avec cette implication, avec cette éducation des jeunes au niveau des universités, des écoles, que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura une nouvelle génération d'hommes capables de maîtriser les conséquences de la corruption, des détournements. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, en faisant cette campagne qui a été du reste organisée sous les auspices du chef de l'État et lancée par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la RDC, en lançant cette campagne, donc en allant vers les jeunes, en communiquant avec les jeunes sur les méfaits de la corruption, sur leur implication dans la lutte, nous espérons demain, dans 5 ans, dans 10 ans, avoir une nouvelle génération d'hommes congolais au niveau des affaires publiques qui comprendraient les fléaux de la corruption, qui intériorisera les méfaits de la corruption, des détournements, des deniers publics, et ça va permettre au pays d'avancer. Vraiment, ça c'est une très bonne chose. Et particulièrement si vous aviez un message fort à adresser à la jeunesse congolaise qui doute de la possibilité d'un Congo intègre, quel serait-il? Mon message, l'avenir de la RDC repose sur sa jeunesse. Et la jeunesse sera demain aux commandes de ce pays à tous les niveaux. Il faut que ces jeunes comprennent que le détournement des deniers publics et la corruption constituent de véritables obstacles au développement de ces pays. Si nous voulons vivre dans un Congo meilleur, si nous voulons résorber les chômages, si nous voulons accroître le bien-être collectif, les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent dire non à la corruption dès maintenant, et quand ils seront aux affaires publiques de dire non à la corruption, et ils vont voir des changements notables. Déjà, il y a des changements, mais les changements seront plus importants lorsque les jeunes qui viendront demain comprennent ces phénomènes, ces fléaux. Je pense que nous aurons des résultats appréciables. Vraiment, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci, qui vous bénisse. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci.